Ton info locale, écoute Cheese 94.3. Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but! Ce vendredi 13 décembre, 19h30, vos remparts sont en visite au centre Gervais Auto pour y affronter les Cataractes de Shawinigan. Ne manquez pas l'avant-match de 19h en compagnie de Rick Loutier. Remparts contre Cataractes, ce vendredi 19h30, seulement sur les ondes de Cheese 94.3. Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Cheese! Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bonjour tout le monde, bienvenue à Bonheur et vice-versa, le show sur l'orientation, la relation d'aide, l'entrepreneuriat sur les ondes de Chiz 94.3 et CFAC 88.3. Maxime Dumais, conseiller en développement de carrière, avec vous pour la prochaine heure et demie et la dernière heure et demie de la saison de Bonheur et vice-versa, en compagnie de ma collègue Marianne, qui est ma co-animatrice aujourd'hui. Hey, bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe, il y a plein de monde en studio, c'est le fun. C'est toujours un petit peu un happening notre dernière émission, mais aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose quand même, une émission à la fois régulière, mais avec toute l'équipe là, qui est là pour fêter avec nous. On a encore plein de choses à dire. Exactement. Ça a été une saison un peu de nouveautés, dont toi qui s'est joint à l'équipe. Quel bilan tu peux faire à la fin de cette saison, de ton expérience, Marianne? Hey, ce n'est que du positif. Je suis vraiment contente d'avoir plongé dans l'aventure malgré les craintes, les peurs. Quand on commence quelque chose, c'est toujours... On n'est pas sûr de comment ça va se passer, mais finalement, ce n'est que du positif. Il faut se rappeler aussi que tu es conseillère d'orientation à la base. Fait que, tu sais, je veux dire, ton métier dans la vie, c'est pas vraiment la communication au premier plan. Et là, ben, c'était quand même un défi pour toi que tu te lançais en faisant de la radio comme ça. Là. Surtout animer un show carrément. Ben oui, j'ai appris sur moi que j'aimais ça. Puis ça me permettait justement de me tenir à jour, de revenir à l'école avec encore plus de bagages, de rencontrer des collaborateurs hyper stimulants qui fait que j'aime encore juste plus ma profession. Fait que là, tu reviens avec nous à la prochaine saison. Oui! Et tu restes à la co-animation. Oui! Et tu seras de retour avec nous, dans le fond, le 29 janvier pour la co-animation 2 semaines comme prévu. Hey, vous allez me manquer, sérieusement. Ouais, ben, moi aussi, ça va être long, mais ça, on a le congé des fêtes. Hein? Oui, ça va être long. Et là, au retour des fêtes, à ma droite, j'ai ma journaliste Jennifer. Bonjour, Jennifer. Allô! Qui aura, au retour des fêtes, tout un défi, elle aussi, de son côté. Effectivement, je quitte mon poste de journaliste et je deviens co-animatrice à partir du mois de janvier. Félicitations! Bravo! Alors, tu commenceras avec nous le 22 janvier. Oui, pour la première. Oui, puis ça sera quand même une adaptation pour toi parce que les rôles sont différents. Le son peut-être est un peu différent. Le temps aussi. Vraiment. 1h30, c'est juste averti. C'est quelque chose. Je m'en doute. Et on a avec nous une de nos... qui fait partie de l'équipe interne et qui était journaliste à la saison dernière et qui était partie pour une grande aventure cet automne. Catherine Villeneuve. Salut Catherine! Salut Catherine! Salut! Tu es de retour avec nous aujourd'hui parce que les gens ne le savent pas à la maison, mais tu as travaillé dans l'ombre de Bonheur et vice-versa tout au long de la saison. Ben oui, je suis encore là. Moi, je suis encore assistante coordonnatrice avec Maxime. Je fais beaucoup les communications écrites, mais je peux plus être au micro parce que j'étudie en animation radio. Alors, exactement. Bonheur et vice-versa, pour moi, a été tellement une révélation que maintenant, je fais un cours intensif en animation radio. Mais là, ma première session est terminée.
Donc, je peux être avec vous aujourd'hui. On voit, il y a déjà quelque chose au niveau de la voix là, qui s'est placé. Qui s'est placé. Bien articulé. Oui. Mes profs seraient fiers d'entendre que ma voix s'est placée. On leur dit bonjour, justement, parce que moi, j'ai étudié au Collège de radio-télévision comme toi. Il y a 10 ans maintenant. Mon Dieu, ça me rajeunit pas. Allez, on commence l'émission, les filles? Yes, bonne c'est émission. parti. Bonne émission, tout le monde! Alors, trop de choses à se dire dans cette intro avec toute ma belle gang que j'ai d'en face ici. Peut-être vous rappeler ce qu'on a aujourd'hui à l'émission. Alors, juste après les nouvelles, nous aurons Septembre Éditeur qui s'amène et qui viennent nous présenter plein d'idées pour vos bonnes Noël et vos cadeaux de Noël pour vous et pour votre famille. C'est à ne pas manquer. Puis on avait aussi un super concours. Vous avez full participé. On est vraiment contents. Merci ceux qui nous suivent. Et on aura 3 gagnants à dévoiler en même temps. Un peu plus tard dans l'émission, qu'est-ce qu'on a, Marianne? On va jaser avec Mme Chantal Lepire qui va venir nous visiter. Également, Simon-Pierre Tremblay qui sera avec nous. Et la carrière inspirante, là, métier de clown, thérapeute, vraiment, là, j'ai hâte d'entendre parler de cette personne. On termine la saison avec quelque chose de vraiment original. Ah, vraiment. Et ce sera la dernière, dans le fond, chronique de tous nos chroniqueurs qui sont là aujourd'hui de la saison. Et on verra avec eux s'ils seront de retour pour l'hiver 2020. On l'espère bien. Alors, on vous souhaite un bon show, tout le monde. Et on va en profiter comme il se doit aussi de ce petit segment parce que ce sera les dernières nouvelles officielles de la saison et de Jennifer. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Vous devriez nous voir l'attirail à la maison. On est tous un petit peu déguisés en sapin de Noël. Ouais. Puis moi, j'ai comme une tuque, j'ai tout le temps une grosse tête, fait que la tuque est trop petite. Parce que je manque d'air. Alors, Jennifer, aujourd'hui, ce qui a attiré premièrement ton attention, c'est les femmes en génie. Il reste encore des barrières, paraît-il, après 30 ans, après l'histoire de la Polytechnique. Oui, c'est ça. En fait, cette nouvelle-là, j'ai décidé d'en parler un peu. Bon, la semaine dernière, c'était le 30 ans d'un très triste anniversaire de ce qui s'était passé à la Polytechnique. Cet article-là, en fait, fait un petit peu un état des choses. Qu'est-ce qu'il y en est présentement pour les femmes dans les domaines de génie, technologie en général et mathématiques, les sciences en général. Si on y va, par exemple, avec les programmes de génie au premier cycle, depuis la Polytechnique, on est passé de 16% de femmes à 22%. En 30 ans, on a eu un 6% d'augmentation. Ça varie beaucoup selon les universités. Il y a certaines universités que les femmes, ça va aller jusque dans les 40%. Ça va entre 10 et 40%. On dit que il y a encore... à l'époque, 3 ans après l'événement de la Polytechnique, il y avait eu un rapport qui avait été déposé qui présentait les raisons ou les barrières que les femmes rencontraient. Et le constat de l'article, c'est que ça reste encore maintenant les mêmes barrières, les mêmes stéréotypes qui sont véhiculés par rapport aux femmes dans les carrières de sciences et de génie. En tout cas, on peut dire qu'à Bonheur et vice-versa, par exemple, on défend la place de la femme. Moi, je suis le seul homme toujours autour du micro. Puis je pense que quasiment aux 2 semaines, on a une nouvelle en lien avec la place de la femme sur le marché du travail. On voit que je suis une préférence au niveau du sujet, des sujets qu'on traite ici. J'ai réalisé que c'était moi aussi. C'était moi qui en parle à chaque semaine. J'ai un côté féministe. Mais je pense que de toute façon, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là encore. Puis d'en parler, on fait juste un peu dénouer ces tabous-là. Puis nous, en tant que professionnels du développement de carrière, c'est aussi notre travail d'aider les gens à comprendre que on commence pas à justement choisir un métier ou à choisir une carrière en ayant en se gardant ces préjugés-là sur la place de la femme et de l'homme. Non. Ouvrez-vous toutes les possibilités, tout est possible, peu importe le sexe. De plus en plus dans les écoles, là, moi je remarque qu'il y a vraiment un mouvement par rapport à ça. Il y a plein d'initiatives qui sont prises là, pour encourager les femmes, les jeunes filles des écoles de s'impliquer dans des
projets. Donc, je le vois là, que ça se déploie de plus en plus. Là. Puis au niveau de la radio, Catherine, est-ce que des fois vous en parlez de ça, de la place de la femme à la radio? Parce que moi, à mon époque, il y a 10 ans, il y avait vraiment beaucoup plus de gars qui étudiaient en radio, puis les femmes, il fallait toujours qu'elles soient un peu plus agressives pour avoir une place, justement, un micro important dans un show. Oui, ça, je pense qu'il y a une évolution quand même. Nous, dans notre groupe, on est une petite cohorte de 9 et on est quand même 5 filles pour 4 garçons. On est majoritaire. Par contre, on voit en ondes que, tu sais, regardez tous les morning men, on n'appelle pas ça pour rien à Québec, tout le monde qui anime une émission de matin, surtout. Ce sont des hommes, en fait, il y en a juste une, c'est à La Vibe, qui est une nouvelle station depuis cet automne, qui est une ancienne du CRTQ. Les filles ont encore plus le rôle de co-animatrice, de bras droit de l'animateur. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de place pour les filles en ondes, mais la place principale est encore dure à aller chercher. Je vous laisserai pas la mienne, les filles. Alors, par la suite, on y va avec une autre nouvelle rapidement, Jen, qui a attiré ton attention. C'est donner un sens à son travail. Oui, mais lequel? Oui, écoutez, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant qui est paru la semaine dernière, en fait, qui parlait de la quête du sens au travail. Dans cet article-là, on mentionne qu'est-ce que le sens au travail. Parce que le sens au travail, en fait, la plupart des gens ont une définition qui leur est propre. On disait, dans le fond, que la notion de sens au travail, pour certaines personnes, ça va être lié aux activités réelles qu'ils vont faire dans leur quotidien. Pour d'autres, ça va être le travail d'équipe. Pour d'autres, ça va être les valeurs de l'organisation. Encore juste le métier exercé, le secteur d'activité ou même les produits qui vont être vendus. Donc ça, c'était des sources de sens au travail pour les gens. On disait qu'il y avait en fait trois aspects pour la définition d'un sens au travail. C'est la signification du travail. Donc, les représentations et la valeur qu'il a aux yeux de la personne, l'orientation que la personne va prendre dans son travail, puis la cohérence entre la personne et l'organisation pour laquelle il travaille. Puis ça, c'était vraiment central dans cet article-là. On parlait beaucoup du fait que, bon, certaines entreprises vont prôner des valeurs qu'on ne verra pas nécessairement en action, puis que souvent, c'était une source de perte de sens au travail. J'en parlerai pas si longtemps que ça, parce que j'ai, à la clinique, il va y avoir un bel atelier qui va être offert cet hiver sur le sens au travail. Wow, OK. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vas donner ou qui non, aura... c'est pas moi. Okay. C'est deux de mes collègues, Dominique et Fanny. Un 10 heures offert pour le public, en fait, pour voir c'est quoi votre sens au travail, comment se réapproprier aussi. Très intéressant. Le sens au travail. Peut-être qu'on peut annoncer aux auditeurs qu'on aura une nouveauté. À partir de l'hiver 2020, les stagiaires de la clinique deviendront des collaborateurs de Bonheur et vice-versa. Donc, on aura 2 stagiaires en orientation qui vont venir nous aider au niveau de toute la logistique du show de radio, mais aussi qui vont participer en ondes puis qui vont amener une belle originalité à notre contenu. On a vraiment hâte. On a vraiment hâte. Alors, je te remercie, Jen. C'était tes dernières nouvelles. On t'enlève la couronne du journalisme. J'avais comme pas réalisé. C'est terminé. Alors, juste après la pause musicale, peut-être juste de dire à nos auditeurs, où est-ce que tu trouves tes nouvelles, Jen, à toutes les semaines? C'est important. Je les trouve, en fait, puis d'ailleurs, allez les voir. Ceux-là de cette semaine, ils étaient très complets. On n'a pas parlé longtemps. C'est sur le site de orientation.seric.ca. Donc, vous allez les retrouver. Ils sont par rubrique, puis c'est très facile. Exactement. Vous pouvez aussi vous abonner au bulletin puis les recevoir dans votre boîte de réception. Au niveau des références aussi, il faut savoir à la maison que les nouvelles sur le site d'Orientation viennent d'un peu partout. Hein. Des fois, c'est des nouvelles qui sont de Radio-Canada, de ci, de ça, et qui se répertorient tous là. Donc, nous, on n'est pas garant de ces références-là, mais au moins, on vous partage où aller les chercher, puis vous pourrez faire vos recherches vous-même ou même nous poser des questions sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Oui, ça va nous faire plaisir. Alors, on fait écouter une chanson de Liana. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de la saison, on l'avait eu comme invitée. Ça a été notre première invitée inspirante. Oui. Et elle est venue nous parler du métier de chanteuse. Et elle a sorti une nouvelle chanson, genre la semaine passée. C'est vraiment une chanteuse que j'adore. Puis j'avais le goût de terminer la saison avec Liana. Alors, on la salue et on écoute Champagne à Bonheur et vice-versa. Juste après la pause musicale, on est avec les dames de chez Septembre Éditeur et on parle de plein d'idées cadeaux à Bonheur et vice-versa. À tout de suite. Finger on the trigger, there's no
special boy. I'm something peach boy. Don't let it get too hot. Now don't let it drop. Pour that champagne. I can feel it. Now we're golden. Can't you see it? How we're flying in my mind. Really thought we were running out of time. Looking down from this high, there's nothing I do any different now. Shoot it, make it fire, but there's no need to be on the run. Move a little closer now, I think we are the only ones. We're something special, boy. We've got something easy, boy. Now I can give it up. You can never have too much. Pour that champagne. I can feel it. Now we're golden. Can't you see it? How we're flying in my mind. Really thought we were running out of time. Looking down from this high, there's nothing I do any different now. Let it pour, babe. Come on and let it pour, babe. Just a little more, babe. Maybe just a little more, babe. Let it pour, babe. Come on and let it pour, babe. Just a little more, babe. Maybe just a little more, babe. Pour that champagne, I can feel it. Now we're golden. Can't you see it? How we're flying in my mind. Really thought we were running out of time. Looking down from this high, there's nothing I do any different now. Let it pour, babe. Come on and let it pour, babe. Just a little more, babe. Maybe just a little more, babe. Let it pour, babe. Alors bonjour tout le monde, on revient de la pause. Vous êtes toujours à Bonheur et vice-versa sur les ondes de Chiz 94.3. Alors on continue avec la table ronde de Septembre Éditeur avec nos deux invités, Annick Dessel et Lucie Demers, qui viennent nous parler en fait de plein de livres qui pourraient être intéressants à mettre dans nos bas de Noël, à offrir un cadeau, à lire en bas de laine autour d'un foyer. Puis aujourd'hui, ils nous ont fait le cadeau d'être là toutes les deux au cours de la saison. Des fois, il y était deux, des fois, il y était une. Là, on a le duo des dames de chez Septembre. Mais on est bien contents. C'est la fête, c'est Noël. Oui, joyeux Noël! On capote. Septembre, éditeur de contenu de choix et d'orientation depuis 35 ans, vous présente la table ronde Septembre. En réécoutant les émissions, quand j'ai ce rire-là que je viens juste d'avoir avant de rentrer en onde, je me suis dit, on dirait une vieille sorcière. Je sais pas pourquoi. Toutes les fois, je me dis, Maxime, fais attention à ce rire-là, mais il ressort pareil. Avez-vous des fois, les filles, des patois ou des choses que vous dites? Il me semble que je dis tout le temps ça. Oui, ben moi, je dis beaucoup le mot élément. Lucie, elle me censure à chaque fois parce que j'utilise trop le mot élément. Et puis moi, je dis coucou au lieu de bonjour. Fait que c'est un petit toc que j'ai depuis mes années d'enseignement. Fait que ça arrive souvent dans des affaires super sérieuses que je dis coucou, bonjour. Parce que des fois, en radio, on a des tocs. Hein? On s'en rend compte quand on est étudiant en radio, justement. T'as-tu remarqué que t'avais un toc, toi? Ben pas encore, mais je vais porter attention. Ben je pense que t'en as peut-être pas. Oh, peut-être pas encore. Mon Dieu, c'est ça, on n'en parlera plus parce qu'on ne veut pas qu'il y en arrive. Alors là, mesdames de chez Septembre Éditeur, vous avez plein d'idées cadeaux pour nos auditeurs. Premièrement, vous avez déjà fait un gros cadeau à nos auditeurs sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa. Vous avez offert 3 ouvrages à 3 personnes différentes de votre belle collection et ils pouvaient choisir à travers pratiquement toute votre collection, si je comprends bien? Ou... pas mal les derniers ouvrages qu'on a sortis au cours des dernières années. OK. Ceux qui se donnent bien à Noël. Puis là, aujourd'hui, on va parler de plein de ces ouvrages-là. Puis si vous voulez avoir un peu une image visuelle là, du dessus de la pochette ou quelque chose comme ça, on a pris des photos. En fait, vous avez pris des photos de tous ces livres-là, puis sont en publication épinglée sur notre page Facebook. Fait qu'hésitez pas d'aller voir. Puis aussi, surtout, vous pouvez aller sur la page Facebook de Septembre Éditeur ou le site Internet, puis vous allez avoir tous les livres dont on va parler dans les
prochaines 15 minutes. Alors là, aujourd'hui, on a un concept, mesdames. Vous allez nous présenter en, disons, 13 à 15 minutes, 15 idées cadeaux. Puis ça va être un peu un petit défi. On y va d'un côté avec une présentation d'un livre avec Annick, puis après ça, on passe la parole à ta collègue. Et tu commences aujourd'hui avec une thématique, parce que vous y allez par thématique. Vous avez classé vos livres en thématique. Et la première thématique, c'est quelques avantages de cette approche pour les intervenants. En fait, le premier, c'est les parents. On est allé par... On a tout changé de plan. On va se surprendre. Allez, j'utilise pas mon les plan feuilles, et c'est je fini. vous laisse guider les filles. Bon. Fait que 4 livres pour les parents. Ouais. OK? Alors, le premier, c'est L'enfant stressé, qui est sorti en avril dernier, qui est par une intervenante qui est une experte dans le monde des enfants stressés. Elle s'appelle Caroline Coiret. Elle donne des conférences partout au Québec. Et ça, c'est le petit guide parfait pour la maman ou le papa qui s'inquiète un peu de son enfant qui a 5 à 12 ans et puis qui semble avoir un malaise peut-être à l'école, qui pleure peut-être avant de partir pour l'école, qui a du stress par rapport à différents enjeux, par rapport à toutes sortes de situations. Souvent, on le ressent comme parent, mais on ne sait pas trop comment faire ou si on agit correctement avec notre enfant. C'est un guide pratique qui est illustré par des tout petits de 3e année à qui l'auteur est allé parler du stress. Et puis, on fait des belles représentations de comment ils vivaient leur stress. Fait que vraiment, le livre parfait avec plein d'exemples et puis de trucs pratiques. Le deuxième livre, c'est pour le parent d'ado et pour l'ado en contrepartie, parce qu'on sait que les ados, ils lisent moins qu'ils lisaient avant, mais les parents, c'est tout le contraire, ils lisent encore. Et puis, on a pensé à tous les parents qui débutent peut-être pendant Noël avec un ado qui rentre en emploi pour la première fois, avec l'école qui se termine, il a besoin d'un peu d'argent pour acheter ses cadeaux. Fait que là, il va débuter sa recherche d'emploi puis de rentrer dans le monde du travail. Ça, c'est un guide qui est vraiment axé pour le parent, pour aider à tout connaître sur le premier emploi. Puis, il se retourne de bord. Et puis, l'autre côté, c'est pour l'ado. Fait qu'on peut facilement le laisser traîner dans le salon, le laisser traîner dans la salle de bain pour que l'ado aussi s'informe sur comment faire son CV, comment rentrer en contact avec un employeur, comment faire s'il y a un conflit, etc., etc. Et si les auditeurs se posent la question, on a eu justement cette saison-ci une table ronde complète sur ce livre-là. Donc, ça vous dit quelque chose à la maison. Et c'est une nouveauté de chez Septembre Éditeur. Puis, hey, 2 livres en un, dans le fond. Oui, puis ça a été écrit par Option Travail, qui est le CGE ici à Québec, qui sont vraiment des experts dans le domaine de l'accompagnement des ados. Fait qu'un très, très beau livre. Le troisième, c'est L'ado en mode décision de Louis Cournoyer et Lise Lachance, deux auteurs fantastiques qui travaillent à l'UQAM et qui sont très reconnus dans le domaine, qui ont vraiment fait une étude sur 2000 jeunes de secondaire 5 et qui sont venus avec une typologie de la décision chez l'ado. C'est vraiment un livre pour le parent et aussi pour l'intervenant qui travaille avec des ados. C'est vraiment très informatif. Ça donne des trucs pratiques, ça donne des exemples. C'est vraiment concret et pratico-pratique, comme je le disais, pour aider son jeune qui est en décision de choix de carrière. Puis des fois, on se dit, il est super décidé, j'ai rien à faire, mais c'est tout le contraire. Il y a aussi des choses à faire. Ou il a l'air à s'en foutre complètement, mais il y a aussi des choses à faire. Ou il est vraiment pas décidé, mais il y a aussi des choses à faire. Fait qu'il y a vraiment 7 typologies. Et là, il te reste 20 secondes pour le dernier de cette catégorie. Mon Dieu, je capote. Le piège de la persévérance. Ça, c'est pour le parent qui est découragé parce que son jeune, il peut pas aller en médecine, il peut pas aller en droit. Et puis là, le parent sait pas comment l'accompagner parce que là, son rêve est détruit, puis là, il faut qu'il se réoriente dans son choix de carrière. Ça arrive aussi à l'âge adulte, ça arrive à tous les âges. Alors, c'est un livre super beau de Isabelle Falardeau qui a vraiment une belle approche, très réfléchie, très douce et qui donne toutes sortes de trucs pratiques et d'exercices pour arriver à retrouver son rêve. Et ce que je comprends bien, en plus, c'est que ces livres-là pourraient aussi s'acheter tout au long de l'adolescence. Il y a un livre qui peut servir au début, un livre un peu plus tard dans l'adolescence, puis de pouvoir aider. Puis ils ont tous même s'ils ont un peu une même thématique, ils ont tous des trucs complètement différents. Bien, le seul lien, c'est qu'ils sont tous pour des parents. Donc, c'est exactement ça. Si vous êtes un parent, ça vous prend les 4. Et tout simplement. En plus, avec Septembre Éditeur, le plaisir, c'est que les livres sont en format qui se rentrent dans un bas de Noël. Donc, hein? Oui, en effet. Je ne l'ai pas essayé, ça dépend du bas de Noël, mais moi, je l'essayerais. Moi, je ne l'ai pas essayé non plus, mais là, je l'imagine, puis c'est sûr que ça marche. Oui, exactement. Voilà. Et là, toi, de ton côté, Lucie, tu parles maintenant de la thématique pour un ado ou un jeune adulte. Qu'est-ce qu'on a chez Septembre Éditeur? C'est ça. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en train de prendre ses décisions, j'ai 4 suggestions de cadeaux pour vous. La première,
première, c'est les carrières en sciences, justement. On en parlait dans les nouvelles. Mais là, dans ce cas-ci, c'est astuces pour éviter les pièges. Qu'on soit une fille ou un garçon. En fait, la petite histoire de l'auteur est intéressante dans le contexte parce que l'auteur lui-même a fait comme plein de bacs, un doctorat, il est rendu maintenant étudiant d'autres choses. Puis lui, il s'est fait dire, va en sciences, il y a full de débouchés. Fait qu'il est allé là-dedans, je dirais pas la tête baissée, mais avec plein d'idées préconçues. Puis il s'est rendu compte que c'est pas tous les domaines en sciences qui sont full d'emplois, puis que c'est facile, tu sais, d'entrer en recherche puis d'aller régler le problème environnemental auquel tu penses depuis ton adolescence. Donc, c'est un livre comme pour démystifier, pour mieux lire les statistiques, pour comprendre comment ça se passe en recherche. Il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, c'est vraiment un livre pour ça. Alors, le jeune là, qui veut faire carrière en sciences puis qui veut surtout pas y aller avec des lunettes roses, ben c'est un bon livre pour démystifier la question. Le deuxième livre, le premier livre s'appelait Les carrières en sciences, écrit par Maxime Bergeron. Le deuxième livre, Le Cégepien futé, c'est écrit par Lise Levasseur. Elle a travaillé longtemps au collégial. Elle aussi, son histoire est intéressante parce que pendant une trentaine d'années, elle en a vu des jeunes, elle, qui étaient découragés parce qu'ils avaient pris une mauvaise décision, parce qu'ils se doutaient pas que, par exemple, il y avait full de conséquences à abandonner un cours après la date prescrite pour abandonner un cours. Fait qu'elle, elle les voyait, elle voyait leurs parents, puis elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour ces jeunes-là avant qu'ils arrivent dans mon bureau? Fait qu'elle a écrit un livre comme pour démystifier comment ça se passe au cégep, c'est quoi les étapes, c'est quoi l'horaire, c'est quoi les dates limites, etc. Qu'est-ce que je peux faire? À quel moment je dois le dire que je veux m'inscrire à l'équipe de football? Toutes ces affaires-là, vraiment pratico-pratiques. Donc, Lise, elle a vraiment bien démystifié ça dans son livre. Le troisième, L'Orient Expert, Isabelle Falardeau, toujours. Donc, ça, c'est un jeune ou un jeune adulte, par exemple, qui commence sa démarche d'orientation et qui passe par toutes les étapes. La connaissance de soi, il y a même une partie estime de soi aussi pour qui accompagne un peu la prise de décision. Donc, c'est un livre en 28 étapes. En fait, il y a 5 grandes étapes, mais 28 exercices qui accompagnent le jeune ou l'adulte. Il était full populaire, celui-là, oui, sur notre publication concours. Hein? Peut-être parce qu'il est moins récent, les gens connaissent moins, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais pourtant, on a des nouveautés aussi. Mystère. Bref, ce livre-là, c'est vraiment un guide, je dirais, d'auto-orientation au sens où la personne peut commencer à faire certaines étapes de la démarche par elle-même. Puis ensuite, si elle est bloquée à quelque part, si elle a envie d'en parler, ben, elle peut arriver avec son conseiller d'orientation puis dire, regarde, j'ai commencé ça, je suis rendue là, voici ce qu'il y en est. Fait que donc, c'est un livre qui accompagne le jeune dans sa prise de décision jusqu'à la prise de pouvoir pour l'avenir. 20 secondes pour le dernier. Super. C'est décidé, je retourne aux études. Sarah Savoie, Éline Réaume. C'est pas un livre qui fait la promotion du retour aux études. C'est un livre qui permet d'accompagner cette réflexion-là parce que ça a beaucoup d'enjeux, surtout quand on a déjà une carrière, qu'on a déjà une hypothèque, tout ça, ça a plein d'enjeux. Fait que ça aide le jeune ou le jeune adulte, dans ce cas-ci, à prendre du pouvoir sur sa situation, à mettre les choses en place, à vraiment, penser à son projet comme il faut. Puis si jamais il décide d'aller aux études, ben de savoir pourquoi on le fait, puis de mettre en place les choses pour persévérer. Voilà. De ton côté, Annick, toi, tu as décidé de parler d'une thématique qui te touche pas mal. Hein? Oui! Parce que moi, je suis une ex-entrepreneur et puis je suis passionnée d'entrepreneuriat. Puis les 2 prochains livres, c'est vraiment pour la belle-sœur ou le beau-frère entrepreneur ou l'enfant qui désire pousser là-dedans. Fait que le premier, c'est Entreprendre l'alimentaire, qui a été écrit par moi, puis qui a été publié en juin. Et c'est vraiment pour la personne qui est un passionné du monde alimentaire, qui fait des confitures, qui fait des tartes et puis qui aimerait ça, qui commence à penser à partir une entreprise avec sa passion. Fait que c'est vraiment un guide pratique qui fait toutes les étapes. Mais moi, je tiens à dire, par exemple, Annick, là, puis tu le diras pas parce que c'est ton livre, puis je sais que tu es quand même humble, mais moi, j'ai commencé à lire dernièrement parce qu'on a un projet d'entreprise et puis je l'avais acheté lors de ton lancement. Et moi, je veux dire, je m'en vais pas en alimentation, puis la moitié des trucs, je peux les adapter pour moi. Fait que oui, il y a une thématique, mais cette thématique-là est tellement interchangeable. Bien, tu as entièrement raison parce que, tu sais, les bases de l'entrepreneuriat, les éléments à savoir sont pas mal similaires. C'est certain que la ligne directrice, le fil conducteur, c'est le monde de l'alimentaire, puis il y a des précisions avec ça, puis mes exemples viennent de là. Mais ton expérience, justement. Puis des fois, cette précision-là, moi, là, je me dis, OK, puis moi, de mon côté, où je peux aller chercher cette précision-là? Tu vois le lien que je fais? Bien, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Et le prochain, là, c'est pour ceux qui sont en photo. Oui, un livre qu'on a publié il y a 2 ans, qui est fait aussi par un passionné de photo, qui est, lui, un professionnel dans le monde de la photo, surtout pour le photojournalisme. Et puis, lui, il se faisait souvent demander, bien, tu sais, si je fais de la photo, puis je m'amuse avec ça, puis là, je commence à avoir
des petits contrats, entre guillemets, avec des gens qui veulent que je fasse des photos pour leur mariage. Bien, comment je m'y prends? Qu'est-ce que j'achète? Comment j'investis? Combien je charge? Fait qu'il a un peu fait le tour, justement, de tous ces aspects-là pour que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent, quoi aussi, comment valoriser leur travail, puis comment valoriser leur passion au travers de ça, puis rester autant passionné, puis en faire un métier, peut-être. Fait que ça s'appelle En photo et en affaires de Francis Vachon, qui est un blogueur et photographe ici à Québec. Et là, on avait des idées pour la belle-sœur entrepreneur, puis de l'autre côté, on a des idées pour le beau-frère gestionnaire. Oui, en effet, on s'entend, là, c'est des images. Donc, quiconque a envie d'être plus efficace au travail, on a Conquérir l'efficacité, qui était le sujet de notre dernière chronique en novembre dernier. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez réécouter la chronique au complet. Alessandra Pintori, dans ce livre-là, nous a donné toutes sortes de trucs pour faire une première réflexion sur l'efficacité au travail, comment ça se présente pour moi, puis c'est quoi les sources de perte de temps que j'ai, quels moyens je peux utiliser pour contourner ça. Et c'est un ton qui est très, très, très fédérateur, qui vise pas à juger, c'est vraiment à se prendre en main puis à améliorer toutes sortes de petits aspects de notre travail. Le deuxième, dans cette catégorie-là, prendre goût à la diversité culturelle. Lui aussi, j'en parlerai pas trop parce qu'on va en parler un petit peu plus en janvier ou en février. Donc, c'est Option Travail, toujours, qui a écrit ce livre-là et il voulait vraiment faciliter la meilleure communication au sein des équipes de travail ou dans une classe ou encore dans un bureau d'intervenants comme les conseillers d'orientation. Fait que c'est vraiment prendre la diversité culturelle sous l'angle de comment qu'on fait pour que tous les aspects de la vie de la personne s'arriment bien dans une équipe de travail, puis faire en sorte que ça devienne plus une différence, tout simplement qu'on comprenne un petit peu la dynamique à l'intérieur de l'équipe, puis que ça donne une belle collaboration, puis qu'on élimine finalement les préjugés. On a même des idées pour le cousin d'à côté qui est en questionnement, Annick. Bien oui, un livre qui était très, très populaire sur la page Facebook pour le concours, Trouver sa place au travail quand on se sent un peu extraterrestre, de Mathieu Guénette, qui est CO. Et puis, vraiment un livre sur l'approche du CO qui est très, très beau et positif pour le rôle du conseiller d'orientation. Puis aussi pour la personne qui cherche, la personne qui se sent plus bien au travail, c'est plus trop comment prendre ça, est-ce qu'on doit se réorienter, est-ce que je dois rester au travail, comment je dois gérer tout ça. Un livre très pratico-pratique avec un beau sens de l'humour qui est facile à lire puis qui interpelle l'individu. Moi, je l'ai lu et puis c'est très... c'est lui qui a été le plus populaire sur notre publication Facebook. Hein? Clairement, il y a des gens qui ont besoin de trouver leur place. Oui, on voit qu'il y a beaucoup d'extraterrestres. Oui. Et on termine avec un cadeau pour les pré-retraités ou les retraités. Oui, c'est ça. Vivre pleinement sa retraite, écrit par Yves Moret, un ancien CO qui est aussi à la retraite, s'est demandé, bon, c'est quoi moi, mes besoins à la retraite? Qu'est-ce que je peux demander à mon employeur si jamais je décide de retourner sur le marché du travail qui répondrait à mes besoins? T'sais, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, la porte est grande ouverte pour nous, mais dans quel secteur il y a plus d'emplois pour les retraités, etc., etc. Donc, c'est un livre qui parle pas de c'est-tu avantageux pour moi dans mes finances? C'est vraiment plus la réflexion personnelle qui accompagne la décision de retourner au travail à la retraite. Fait qu'il y a un autre beau livre, là, si vous avez des parents, des grands-parents ou encore vous-même vous approchez de la retraite. Fait que là, vous avez des choix à la maison pour tout le monde, pour les ados, pour les parents, pour les cousins, pour les entrepreneurs, pour... Il y a vraiment un éventail. Hein? Je vous écoutais parler, puis on dirait que tous les sujets sont traités de façon hyper dynamique, là. Puis on a eu la chance, nous, de pouvoir en avoir quelques-uns aussi au cours de la saison dans nos mains. Oui, mais Zach, là, mais moi, je pense relire. Là, je l'avais déjà lu, là, Conquérir l'efficacité, mais rapidement. Puis là, je me dis, non, c'est un objectif là, du temps des fêtes de relire. Ce qui est le fun, les filles, c'est que vos livres aussi, il faut le dire à la maison, sont pas chers. Parce que de la façon que vous les imprimez, c'est pas non plus, je veux dire, on y va pas avec ce qui coûte le plus cher en termes de couverture et tout ça. C'est tout petit, c'est pratique. Donc, j'imagine que vous pouvez peut-être le faire à des bons prix et c'est accessible. Bien, le but, l'orientation, ça touche tout le monde. Hein? L'idée, c'est de rester accessible pour que tout le monde qui se pose une question qui a rapport au travail puisse se procurer. Quoi, entre 20 et 30 $, même pas, je pense, on s'en sort. Oui, absolument. Puis quand vous l'ouvrez par la suite, l'infographie de chacun des livres, oui, c'est des sujets un peu plus sérieux, mais quand vous ouvrez les livres, il y a beaucoup d'humour, il y a de la poésie, il y a des petits exercices. Aussi. C'est concret. Ouais. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, tu sais, je suis plus un gars, des fois, d'histoire. Et à toutes les fois que je suis tombée dans ces livres-là, j'en ai lu une histoire au bout de la ligne. Donc, on vous invite à la maison à aller voir sur le septembre.com pour avoir plus d'informations. Et là, vous partez pendant 6 semaines pendant le temps des fêtes.
Ça va être long pour nous aussi. Ben, 6 semaines de congé quand même chez Septembre, on est eu bien. Ben non, on n'a pas 6 semaines de congé, Ah, là. c'est pas ça que j'avais compris tantôt. Non, on travaille jusqu'au 24, puis on revient le 3, là, on relaxe, là. On a peut-être quelques jours de congé, mais on va peut-être checker nos courriels aussi. Je me disais que vous étiez tellement devenus occupés chez Septembre que vous pouviez vous payer des pauses de 6 semaines. Non, parce qu'en plus, on a un bel hiver de publications et puis on est déjà en train de travailler sur nos publications 2021. Wow. Avec de très, très beaux projets dont on va avoir hâte de vous parler. Et on en parle justement à l'hiver 2020 avec vous deux, mesdames. Oui. Un immense merci pour votre participation. Comme à l'habitude, c'est comme tellement apprécié. Pour les gagnants du concours, je vais aller en pause musicale et on va les annoncer après la pause musicale. Je fais durer le suspense. Ouh. Merci beaucoup. Bon temps des fêtes. Merci. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Les Gonzesses, c'est une émission de discussion aux saveurs féminines qui fera place à des sujets autant tabous et sérieux, causés et ludiques. Cette émission n'aura rien de trop féministe, rien de trop vulgaire. On se permet juste de se dire les vraies affaires. C'est un rendez-vous chaque lundi soir 20h30 sur les ondes de Chiz 94.3. Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied. C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voix d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils. Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. La poudre, c'est de la merde, mais si t'es pas fait client, je dis pas non. La poudre, c'est de la merde, mais si t'es pas fait client, je dis pas non. J'aime la poudre, j'haïs la poudre, je peux pas bander, je peux pas me la fermer. Ouais, la poudre, c'est de la merde, mais si t'es pas fait client, je dis pas non. J'aime la poudre, j'haïs la poudre, je peux pas me la fermer. Écoute-moi chanter, ouais, la poudre, c'est de la merde, mais si tu m'as fait client, je dis pas non. J'aime la poudre, un autre c'est de clé. Oh ouais, bébé, j'irai pas coucher. La poudre c'est de la merde, mais si tu m'as fait client, je dis pas non. Non! Hey, fais le calice, il est vite, ça balance, ça là. C'est mon frère, oh le guitariste, oh shit, dans lui, c'est quoi danser? C'est quoi milieu? Un milieu, doigt avant. Hey, de la bête, c'est que là, c'est nous qui s'amuse avant. Hein? On s'en va jusqu'au top avec cette bête-là. Si elle tient quoi, mais viens danser. Est-ce que je t'aime? Comprends, moi? Non, ok, ben, ok, pas trop. Alright, what's the vibe? Hey, les boys, let's go! Party! Hey, on est des frères, hein? C'est le top, boy! Hey, what's up? Hein? Un autre petite clé! Comment les boys? Une dernière petite clé? Comment les boys? Tu adores les fromages d'ici? Bien, écoute la musique d'ici. Écoute local avec Chiz 94.3. Faut pas travailler trop fort. Le mercredi, à Chiz 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Là, je lance un petit message à mon directeur de la programmation. Ça m'apprendra à laisser une chanson qui était programmée sur mon jazz-là. Je m'excuse pour les cris de Noël à la maison. C'était quoi, cette chanson? C'était pour nous réveiller, c'était juste pour ça. On est de retour. Vous êtes à Bonheur et vice-versa. Inquiétez-vous pas, on est là.
Alors, est encore là. on continue la prochaine demi-heure avec une tralée de nos collaborateurs dans, en fait, la prochaine heure. On est vraiment très heureux de pouvoir terminer la saison avec nos collaborateurs. Et on va premièrement terminer la saison en direct de Montréal. Avec Chantal Lepire. Oui, elle était supposée, en fait, d'être avec nous ici à Québec pour cette dernière saison. Puis on va la laisser vous expliquer pourquoi, finalement, elle n'a pas pu se présenter. Je trouve ça assez rigolo. Il y a trop de neige. Oui, c'est ça, il y a trop de neige. Et avec Chantal, on va parler aujourd'hui du parcours d'une personne inspirante qui est en situation de handicap et qui a consacré sa vie aux personnes en situation de handicap, justement, dans quelques instants, avec Chantal Lepire. En collaboration avec l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière, voici votre chronique découverte orientante. Alors, à l'autre bout du fil, en direct de Montréal, Chantal Lepire, directrice, en fait présidente plutôt, de l'Association des professionnels du développement de carrière. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Oh oui, juste qu'on a un petit peu de peine que tu sois pas avec nous en studio. Oui, moi aussi, j'ai su mes larmes, Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Dans le fond, t'avais pas de gardienne pour ton chien. C'est cute, pareil. C'est très cute. En fait, je ne peux pas laisser mon petit chien 10 heures de temps tout seul à la maison. Alors, voilà. On te pardonne. Ah, merci. Alors, aujourd'hui, tu as décidé de terminer la saison avec un sujet, moi, qui va me toucher un peu plus particulièrement parce que je travaille avec les gens en situation de handicap au quotidien. Alors, tu t'étais intéressé au parcours inspirant d'une personne qui consacre sa vie à cette population-là. Oui, vraiment. Gilles Ouellette, que j'ai rencontré, moi, alors que j'étais conseillère en information scolaire et professionnelle à l'Université du Québec à Montréal. Donc, ça a été mon collègue et je suis très fière aujourd'hui de vous en parler. Alors, en fait, tu as décidé de te concentrer au secteur des conseillers qui œuvrent auprès des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire, mais plus particulièrement à l'université. Oui, parce que là, je vais vous parler de Gilles qui travaille à l'université pour les étudiantes et les étudiants qui sont rendus à ce niveau de scolarité, mais ça s'applique aussi très bien au collégial, par exemple. En effet, parce que en tout cas, j'espère, dans n'importe quel établissement scolaire, il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour accommoder les étudiants en situation de handicap. Oui, vraiment. Et habituellement, il y a un suivi, là. Hein? Les gens qui sont habitués d'avoir, mettons, un accommodement au collégial, quand ils se rendent à l'université, habituellement, ils ont le même accommodement à partir d'une évaluation que le conseiller ou la conseillère fera de sa situation, mais toujours au regard là, des exigences académiques. Hein? Exactement. Puis ça, c'est évidemment, ça a été attesté par un médecin et tout ça. Puis, tu sais, c'est pas si facile que ça non plus parce que la personne, même si elle a une attestation du médecin, elle doit aller rencontrer des conseillers, elle doit décrire ses limitations, on doit réfléchir ensemble, en fait, ses accommodations. Donc, c'est quand même, il faut avoir des intervenants qui sont devant nous, qui sont à l'écoute, qui ont de l'empathie et qui ont toutes ces qualités-là d'intervenants. Puis des connaissances aussi. Oui. Ben certainement. En fait, et ça sera, je vais y revenir là tout à l'heure, mais c'est un des conseils que Gilles va nous donner, hein, de s'informer le plus possible. Mais commençons par parler de ce Gilles, oui. Chantal, justement. Ben oui. OK. Alors, je vous fais une petite présentation de Gilles. Gilles, premièrement, c'est un homme d'action. C'est quelqu'un qui aime bouger. Juste pour vous dire, il joue au hockey, il s'entraîne, il a un entraîneur personnel. Donc, vous voyez que son handicap visuel ne l'empêche pas du tout d'accomplir ce qu'il a à faire. Il a tout simplement besoin de s'adapter à sa condition. Donc, il n'est pas non-voyant de naissance. Hein. C'est arrivé à 17 ans. À 17 ans, il a eu un choc dans sa vie. Il a perdu 95% de sa vision à cet âge. Donc, là, je vais vous dire, là, la maladie, c'est la neuropathie optique héréditaire de Leber. Donc, ça atteint plus particulièrement les hommes, les jeunes hommes habituellement. Et les gens à la maison ne peuvent pas savoir comment il en existe des types de maladies. Quand tu travailles dans un organisme de réadaptation, d'employabilité, des noms comme ça qu'on ne connaît pas vraiment, il y en a et il y en a et il y en a. Puis ça a des impacts des fois vraiment intenses parce qu'il y en a certains en plus qui sont même pas visibles. Donc des fois, c'est encore plus dur de faire reconnaître justement cet handicap-là puis les besoins qu'on a à ce niveau-là.
Effectivement. Et puis, évidemment, Gilles a pas l'air handicapé visuel quand il le voit parce qu'il fonctionne quand même très bien. Il est très habitué. Si on ne le sait pas, là, de prime abord, on s'en rend pas compte. Nous sommes allés dîner ensemble pour discuter de sa vie, là, les petits morceaux que je vous communique aujourd'hui. Bien, la serveuse ne s'est jamais rendue compte qu'il avait un handicap visuel. Ça veut dire que c'est vraiment bien adapté, hein? C'est inspirant. Oui, puis des fois, les gens qui ont les handicaps visuels, qui sont de naissance, vont encore mieux s'adapter que les gens qui arrivent un peu plus tard dans sa vie. Lui, c'est quand même arrivé à 17 ans, donc il a dû faire un gros travail justement pour ça. Là. Oui, voilà. Donc, mais juste, il avait un moteur, je pense que de par sa nature, il avait un moteur important. C'est un homme d'action, c'est un homme de compétition. Il veut se prouver, il aime avancer. Il est plutôt dans le faisons les choses plutôt que pourquoi ça arrive. Donc, ça l'a énormément aidé, autant dans sa scolarité, parce qu'il a dû s'adapter rapidement, qu'aujourd'hui dans son parcours professionnel. Donc, je trouve que c'est vraiment un modèle pour tous. Il a étudié comme pour devenir physiothérapeute. Oui, en fait, il voulait devenir physiothérapeute. C'était sa première idée. Ouais, il adorait les sciences, mathématiques, physique, chimie, et il aimait la santé aussi. Donc, par ailleurs, il a fait tout. Vous savez qu'il a été le premier au Québec à avoir terminé, le premier handicapé visuel à avoir terminé son DEC en sciences pures. En sciences pures, ça a été le premier qui a terminé? Oui, tout à fait. Le premier au Québec a pu terminer ses études en tant qu'handicapé visuel. Mais c'est quelle force, à quelle aussi, comment se relever, comment ne pas s'écraser par rapport à une telle nouvelle? Parce qu'à 17 ans, tu sais, on a eu le temps de voir, il y a un deuil là, qui est à vivre, là. Et finalement, il a quand même réussi, Chantal, à avoir un rôle à l'UQAM aussi important. La physiothérapie n'a peut-être pas été justement concluante ou c'est pas vers là qu'il s'est tourné. Puis finalement, il s'est tourné vers quelque chose de très noble. Ah, tout à fait. En fait, il était intéressé au bien-être des gens à la base. Et je pense que sa situation personnelle lui a permis aussi d'être encore plus impliqué dans le bien-être des gens. Et rapidement, dans ses études en information scolaire et professionnelle, il a fait un bac, ça s'appelait comme ça avant. Il s'est toujours intéressé au parcours des personnes en situation de handicap, principalement au regard de leur employabilité. Donc, il a fait tous ses travaux, il les a fait en ce sens-là. Il a fait son stage aussi auprès de personnes en situation de handicap. On lui a fait rapidement confiance aussi pour lui donner des projets d'envergure. Et finalement, il est arrivé en 2004. Il a été embauché au service d'accueil et de soutien des personnes en situation de handicap de l'UQAM. Et depuis, il se développe et voilà, il est conseiller. Il s'occupe principalement maintenant des personnes handicapées visuelles, mais il est aussi coordonnateur là, de l'ensemble des examens là, dans un trimestre. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle, que je ne sais pas si tu en as parlé. C'est sûr que, tu sais, moi, les gens à la maison le savent, j'ai des problèmes de santé, puis de travailler parfois avec des personnes en situation de handicap, ça me met dans des situations où je suis confrontée à mes propres limitations. Est-ce que il t'en a parlé de cette facette-là, qui est quand même quelque chose d'intense en tant qu'intervenant? Il faut que tu te parles en tabarnouche des fois? Oui. En fait, je vais vous communiquer la façon dont il m'en a parlé. Lui, il dit, moi, je sais c'est quoi être handicapé. Je sais c'est quoi avoir des limitations. Et je sais c'est quoi réussir. Puis être capable d'avancer et de mener à bien les projets de vie personnelle, professionnelle et scolaire. Donc, ce qui le touche probablement plus, c'est quand une personne demande beaucoup, a droit à tout, pense qu'elle a droit à tout, ne fait pas trop d'efforts pour s'adapter elle-même ou ne reconnaît pas sa responsabilité pour informer les gens, par exemple, de sa situation, de ses besoins. Ça, c'est quelque chose qui le touche plus particulièrement. Ça va peut-être pas dans le même sens de ce que tu as communiqué, Maxime, non, mais ça, c'est la partie de Gilles. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, puis je t'avoue que c'est quelque chose aussi, je pense, qui me touche aussi à ce niveau-là. Dans le fond, c'est de voir, puis c'est juste qu'on aimerait ça, peut-être des fois, de transmettre à la personne que tout est possible. Malgré le handicap et malgré tout ça, tout est possible jusqu'à un certain niveau. Là, hein? Pas tout est possible, évidemment, quand tu as des limitations. Si tu es aveugle, tu ne pourras pas voir, mais on s'entend dans tout est possible. Là. Si on travaille fort, qu'on croit à ses rêves, ça peut arriver. Mais je
je pense que c'est ça, la façon qu'il communiquait aussi son rôle. Là, tu parles un peu du rôle en même temps, là, qui est sous-jacent, c'est le conseiller, le rôle du conseiller en situation de handicap auprès des étudiants et des étudiantes, c'est de réduire au maximum les situations de handicap, en respectant la condition de la personne et puis pour favoriser ses parcours. Donc ça, c'est quand même un rôle important. En effet, c'est un rôle important. Puis, les personnes en situation de handicap qui ont des besoins à la maison, qui nous écoutent puis qui n'en ont pas, est-ce qu'il a des conseils pour eux? Oui. En fait, à toute personne qui est en situation de handicap, que vous vouliez rentrer à l'université ou au collégial, peu importe à l'école, ou que vous voulez aussi travailler auprès des personnes qui ont des handicaps comme vous, c'est de bien connaître vos ressources, de vous reconnaître, vous, dans évidemment vos défis, vos limitations, mais d'être outillé maximum par rapport à ces limitations, de reconnaître aussi que vous pouvez recevoir des services, de reconnaître que vous pouvez vous faire aider, que vous pouvez adapter votre situation, parce que c'est pas toujours évident parfois de dire j'ai besoin d'aide et je vais aller chercher certains outils. Certaines personnes préféraient peut-être que ça n'existe pas et d'aller chercher des outils et de l'aide. C'est comme à quelque part de dire j'ai une difficulté. Donc ça, c'est une partie pas importante. Donc plus les personnes seront outillées, plus elles vont être en mesure de mener leur projet au mieux de leurs possibilités, mais aussi d'aider les autres qui se retrouvent dans une situation similaire à la leur. Exactement. Puis il avait même des conseils pour les personnes qui n'ont pas d'handicap. Ah, bien certainement. C'est évidemment, c'est pas parce on n'est pas en situation de handicap qu'on ne peut pas aider les autres. Néanmoins, je pense que quand on n'a pas de handicap, c'est ma situation. Moi, il y a tout un monde là quand même que je ne saisis pas de prime abord. J'ai besoin de m'informer. On a tous besoin de s'informer sur les différents handicaps et les particularités. C'est pas parce qu'une personne a un DX, un diagnostic, que tout le monde agit et réagit et a le même besoin. Donc, c'est très complexe. Alors, je pense qu'au départ, on se renseigne, on s'informe, on fait du bénévolat, on fait des stages. Et en terminant, Chantal, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison qui sont des jeunes étudiants en DDC, en développement de carrière, puis qui se demandent c'est quoi la job, en fait, de conseiller auprès des personnes en situation de handicap. Rapidement, c'est quoi les tâches de Gilles pour se faire une idée? Oui, ceux qui s'occupent vraiment des personnes en situation de handicap, c'est de les accueillir de prime abord, d'arriver avec eux, de dire, quelle est votre situation, ton parcours, comment ça s'est passé au collégial, tu passes au collégial. On évalue les besoins de la personne. Évidemment, on regarde aussi comment la personne s'est adaptée à ce jour à sa situation de handicap, les adaptations qui fonctionnent moins bien, qui fonctionnent. On évalue et après ça, on fait comme un plan en tenant compte aussi du programme dans lequel la personne s'est inscrite. Parce que être inscrit, mettons, en développement de carrière, en orientation et en administration, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a des exigences différentes. Donc, ils vont évaluer aussi les exigences du programme de formation pour arrimer les accommodements, les stratégies aux exigences académiques, bien sûr. Et il y a tout un travail aussi de médiation auprès des professeurs et des chargés de cours, parce que c'est pas toujours évident aussi, en tant que professeur et de chargé de cours, de comprendre les besoins de ces personnes. Oui, puis il y a tout un travail justement au niveau des examens et tout ça, d'accompagner les jeunes. Puis, exemple, tu sais, ça peut être tout au long de l'année ou si c'est pas seulement une fois dans le parcours scolaire. Par exemple, moi, j'avais besoin d'une accommodation pour une chaise dans un certain contexte. Bien, j'ai fait appel à ma conseillère. Donc, ça peut être tout au long des études, là. Oui, bien évidemment, il y a des zones, là, des moments très importants, là, les mi-trimestres et les fins de trimestre, mais effectivement, ça peut être tout au long du trimestre. Donc, c'est le parcours de chacun des individus. Puis là, il peut y avoir beaucoup de personnes. Hein. On peut parler de plus de 2000 personnes, par exemple, au service. 2000 étudiants qui ont besoin d'accommodement. En effet, il y en a de plus en plus. Si vous voulez avoir des informations et vous êtes à l'Université Laval, vous pouvez aller sur le Centre d'aide aux étudiants pour avoir des informations sur, justement, les services qui sont offerts aux étudiants en situation de handicap. Et sinon, tu avais un site Internet à proposer à nos auditeurs pour en connaître plus sur ce type de métier. Oui. En fait, que vous soyez intéressé à devenir conseiller en situation de handicap pour les étudiants ou encore vous êtes vous-même en situation de handicap et vous êtes des parents qui avez des enfants en situation de handicap et vous vous intéressez à ce qui se passe dans les universités, je vous propose le site de l'Association interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap. Donc, vous faites le AQICESH.org.
.ca. Chantal, Donc, lastucioche.ca. ce qu'on va faire, c'est qu'on va le partager sur notre page Facebook ce vendredi. Ça te va? Ah, ben oui, Parce que là, Ça va être plus simple un peu. j'avais l'impression qu'on faisait le défilement des lettres de l'alphabet, donc ça va être plus facile sur notre page Facebook. Et là, ben, Chantal, tu es conseillère d'orientation. Mais tu es aussi présidente de l'Association des professionnels en développement de carrière du Québec. Et en fait, c'est un de nos partenaires et collaborateurs majeurs à Bonheur et vice-versa. Et on vous remercie. C'était nouveau de cette saison. Oui, avec bonheur. Avec bonheur. Est-ce qu'on peut annoncer à nos auditeurs que vous serez de retour à l'hiver 2020? Je pense que oui. Oui, hein, et même que vous prendrez une place un peu plus grande dans la programmation. On vous aura presque aux 2 ou 3 semaines, donc on est vraiment content de ça. C'est vraiment une bonne nouvelle. On se fait un cadeau, là. Oui, exactement. On se fait un cadeau, puis on t'en fait un aussi en même temps. Tiens. Oui, merci beaucoup. C'est très apprécié. Et en même temps, c'est un cadeau à tous nos membres que vous faites. Exactement. Puis j'ai comme eu l'impression que tu as eu toi aussi la piqûre de la radio. Donc, c'est pour ça que je parlais de cadeau, justement. Oui, franchement, je trouve ça excessivement plaisant, mais je pense que vous m'aidez beaucoup là, dans ma tâche. Ah, ben, je pense que c'est du coworking des deux côtés. Et là, vraiment, en terminant, défile-nous les activités de l'association en 2020. Bon, prochainement, il va y avoir le 22 janvier 2020 à Montréal l'Assemblée générale annuelle. Donc, les membres sont évidemment invités le 22 janvier au pub L'Île Noire sur la rue Saint-Denis à Montréal. Sur notre site, il y aura tout le détail bientôt. Et aussi, il y aura une activité réseautage qui va suivre la GA au même lieu. Il va y avoir aussi, là, la date n'est pas encore fixée, mais ça va venir, il va y avoir la première activité réseautage à venir cet hiver à Québec. Ah, j'ai comme l'impression que Bonheur et vice-versa sera en lien avec ça. Je sens. Ah, bien sûr, vous allez être nos partenaires pour cette activité. Et on rappelle aussi le lancement des formations 2020 de l'AQPDDC sur notre site. Vous allez voir toutes les formations qui sont proposées. Et les auditeurs, sachez qu'il y a des formations à la carte de proposer, mais nous pouvons aussi évaluer vos besoins de manière plus spécifique dans votre organisation et pouvons faire une formation pour vous, pour vos employés et vos besoins. Je te l'avais pas dit, Chantal, mais au retour des fêtes, tu seras de la première émission, puis j'aimerais ça qu'on se concentre un peu sur de vraiment parler de l'association. On le fait, mais toujours rapidement avec la mission, ce que vous offrez. Ce sera ta première chronique, je te le propose. Quelle bonne idée! Les auditeurs pourront en savoir plus. Alors, je te remercie beaucoup. Je te souhaite vraiment un beau temps des fêtes. Merci, Chantal. On se revoit bientôt. Joyeuses fêtes à toute l'équipe et aux auditeurs. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye! Alors, on continue cette émission tout en chronique avec l'un de nos collaborateurs spéciaux de la saison. Il nous parlait tout au long de la saison de Vive l'Empowerment, qui était une thématique vraiment très collée sur le monde de l'intervention et de la relation d'aide. On parle de nul autre de Simon-Pierre Tremblay. Bonheur et vice-versa, complice de ton bonheur. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour Maxime. De retour. Oh mon Dieu, on dirait que j'ai eu une voix d'animateur de Radio-Canada. Ah oui, OK, c'est peut-être ma... Répète ton bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Oh, hey, il y a quelque chose qui s'est placé dans cette voix-là aussi également. Alors Simon-Pierre, il y a 2-3 semaines, c'était supposé être ta dernière chronique. Oui. Et finalement, on a eu un petit problème et l'émission a été annulée. Fait que là, on n'avait pas le droit de pas terminer la saison avec toi. Puis moi, je suis contente parce qu'on n'est jamais en même temps sur l'émission. Puis on peut se voir. Fait que c'est un beau cadeau que tu me fais, là. C'est le fun. Ah, ben, ça me fait plaisir. Merci. Alors, tout au long de la saison, en tant que conseiller d'orientation et doctorant aussi à l'Université Laval, tu es venu nous parler de l'une de tes, disons, spécialités. Oui, exactement. Oui, le développement du pouvoir d'agir, oui. Et est-ce que tu nous fais peut-être nous faire un petit wrap-up sur justement qu'est-ce que le développement du pouvoir d'agir puis de quoi tu nous as parlé au cours de la saison? Oui, en fait, l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, telle qui a été formalisée ici à l'Université Laval, est une approche de l'accompagnement. Donc, c'est une approche d'accompagnement qui a été influencée par plusieurs travaux. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'amener les personnes à avoir un petit peu plus de contrôle sur leur objectif, en fonction de ce qui est important pour elles, leurs proches et la collectivité à laquelle on s'identifie. C'est pas tout le temps évident de se donner un objectif, de le suivre, de tout mettre en place pour atteindre son but, là. C'est ça, exactement. Puis il y a beaucoup d'obstacles qui se mettent en chemin. Là. Et on peut peut-être un peu
pas simplifier, mais pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute, l'une des grandes missions de cette approche-là, c'est de développer le pouvoir d'agir des gens en général. Oui, c'est ça, parce que tout le monde a son pouvoir d'agir. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans certaines situations, le pouvoir d'agir est bloqué. La personne elle est plus actrice de sa vie. Donc, se retrouve dans un sentiment d'impuissance où l'impression qu'elle peut plus avancer en fonction de ce qui est important pour elle. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on débloque. On aide la personne à pouvoir s'affranchir des obstacles qui sont devant elle pour qu'elle puisse continuer son chemin en fonction d'objectifs personnels importants. Comment qu'on fait ça, débloquer des blocages? Oui, bien, en fait, en intervention, ce qu'on fait, c'est on regarde tout d'abord la demande de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne-là? Et puis, à partir de ses conceptions, à partir de ses représentations, qu'est-ce qui a été la source d'impuissance? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer vers cet objectif-là qu'elle s'est fixé? C'est un beau résumé parce que, en fait, Marianne, c'est ce qu'on a parlé tout au long de la saison. Fait que, comme les auditeurs, je vais t'inviter à aller réécouter les chroniques de Simon-Pierre pour savoir comment on met ça en œuvre. Je les ai écoutées en plus. En plus, oui. Je pense que c'était bien de rappeler justement à nos auditeurs à quoi ça consistait. Oui. Mais maintenant, en fin de chronique, comme ça, on avait le goût de faire un bilan sur les avantages, justement, de cette approche-là. Oui. Parce que, justement, on croit qu'il y a beaucoup d'avantages. J'imagine que toi aussi, si tu l'utilises et que tu l'enseignes. Ouais. Donc, quels sont ces avantages? Oui, bien, en fait, c'est drôle parce que je lisais justement hier la chronique de Mme Landry dans la chronique du métro, dans son journal Le Métro, où elle parle de la peur de se tromper. Madame la présidente de l'Ordre des conseillers d'orientation. C'est ça, exactement. Collaboratrice avec nous. Elle aborde le fait que des fois, il y a des gens qui ont peur de se tromper dans des décisions reliées à leur orientation professionnelle. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça se relie vraiment avec l'approche dans laquelle moi, je travaille. C'est-à-dire que souvent, on va avoir une peur de se tromper, on ne voudra pas avancer, il va y avoir toutes sortes de représentations de notre situation qui vont faire en sorte que c'est pas possible pour nous. Fait que souvent, la personne va utiliser des termes comme « je suis pas capable »,« je peux pas ». C'est impossible pour moi, en fonction de toutes sortes de choses. Ça peut être... on parlait tantôt, justement, avec Mme Lepire, d'une personne qui est, par exemple, aveugle. « Ah, je peux pas m'inscrire à l'université, je suis aveugle. » Bon, ben, en fonction du fait que tu es aveugle, comment tu peux t'inscrire à l'université? Donc, nous, c'est jamais d'adhérer au problème, c'est de voir qu'est-ce qui est possible. J'ai comme l'impression, Marianne, qu'avec les ados, parce que j'ai travaillé quand même beaucoup avec les ados aussi, ça doit être quelque chose qui est efficace, parce que, il me semble, ça arrive souvent qu'un ado arrive devant nous, puis je suis pas capable. Oui, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de décevoir. Mais effectivement, c'est une approche qui est super proactive pour un adolescent. Puis ça l'aide aussi à comprendre c'est quoi sa peur, puis comment qu'on réagit par rapport à la peur. On trouve des solutions. Quelle solution est adaptée pour toi? Laquelle fait plus de sens? Exact. C'est super intéressant. Dans cette approche-là, par exemple, on amène l'adolescent à trouver ses propres solutions parce que nous, la façon dont on voit ça, c'est que seule la personne qui est devant nous, qu'on accompagne, c'est ce qui est possible dans son contexte à elle. Donc, on a une unité d'analyse d'acteurs en contexte. Donc, les personnes ne sont jamais des diagnostics. C'est jamais une personne TDAH, une personne anxieuse, une personne timide. Ce sont des personnes qui sont dans un contexte particulier, qui ont vécu des expériences, qui font en sorte qu'aujourd'hui, des fois, ils peuvent se retrouver dans un sentiment d'impuissance. Puis je trouve que ça donne de la crédibilité à l'histoire de la personne, de faire ça comme ça, parce que c'est toi qui sais ton histoire, et à partir de ton histoire, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Exactement. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Oui. Puis souvent, les personnes vont s'appuyer sur des expériences qui n'ont pas fonctionné pour justifier le fait que leur objectif ne peut pas s'accomplir, ne peut pas être atteint. Donc, à ce moment-là, on parle de cette expérience-là. Qu'est-ce qui peut être fait différemment maintenant? Parce que chaque expérience est source d'apprentissage. Donc, on revient dans l'expérience pour pouvoir en tirer des conclusions. Puis à partir de ces conclusions-là, on les remet en question pour que la personne puisse continuer à avancer. Et là, si les auditeurs à la maison, en fait, se disent, OK, ben là, je comprends, mais comment que je fais pour utiliser ça concrètement au quotidien? Il y a une grille qui a été justement pensée pour les intervenants pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs interventions. Oui, c'est ça. Il y a un outil qui est proposé. Ça s'appelle une grille d'analyse à 4 axes. Donc, ça, c'est pour aider parce que dans cette approche-là, on prend en considération le caractère dynamique des réalités sociales. Donc, évidemment, il y a plusieurs acteurs dans cette situation-là, il y a plusieurs contextes qui sont différents, il y a plusieurs enjeux qui sont en place. Donc, il faut faire un ménage là-dedans, il faut savoir par où on peut
commencer cet accompagnement-là. Donc, cette grille-là, qui a 4 points d'appui, aide les intervenants à pouvoir faire des interventions qui vont amener les personnes accompagnées à se remettre en marche. Comment on fait pour avoir accès à cette grille? En fait, la grille est disponible sur le site du laboratoire, dans les livres que je vais donner quelques suggestions de lecture tantôt. Voilà, c'est assez facilement accessible. Là, et le site du laboratoire, on pourra le partager sur la page justement de Bonheur et vice-versa. Je pense qu'on l'avait déjà fait en plus. Oui. Mais on le refera. Oui, exactement. Oui. Et ça, mettons, moi, j'ai jamais travaillé avec cette approche-là. Exemple, que je prends en orientation, parce que je pense qu'en orientation, c'est quand même plus utilisé. Puis, est-ce que c'est facile à comprendre et à mettre en place et à adapter? En fait, c'est facile à comprendre, mais c'est pas facile à mettre en pratique si on l'a pas vécu. Et de là, l'importance des formations. Il y a moi qui donne des formations, il y en a plein d'autres aussi qui en donnent à Comment Québec, ça fonctionne en France. Les formations, les gens sont invités à parler d'un irritant récurrent dans leur vie. Et puis vivre une démarche d'affranchissement à la lumière de l'approche des PAPC pour voir comment ça fonctionne. En tant que, mettons, intervenant, j'arrive avec une gang d'intervenants, puis là, je trouve quelque chose que j'aurais le goût, une problématique que je vis, que j'aurais le goût de travailler. Oui, de travailler. Wow! Fait qu'on devient comme à la fois intervenant, mais surtout client. Oui, en fait, parce que pour apprendre cette approche-là, il faut la vivre. Il faut voir si ça fonctionne. Parce que sinon, vous avez la théorie qui est accessible dans les livres, sur Internet. Ça, c'est un point important, je trouve, que tu apportes. C'est que comme intervenant, il faut d'abord passer par nous, essayer les choses. On n'est pas différent de nos clients. Là. Nous aussi, on a des blocages. Là. Oui, sinon, on est dans l'intention, on est dans on aide les gens de façon plus théorique. On se dit, ça, c'est un appui théorique qui est important pour moi, mais si on ne l'a pas vécu, et il nous manque toujours une partie de cet accompagnement-là. Et alors, toi, tu donnes ces formations-là, Simon-Pierre, ici au Québec. Oui. Et puis, si on veut avoir des informations là-dessus, est-ce que c'est aussi sur le site de laboratoire? Mes coordonnées sont sur le site du laboratoire, sinon par Facebook, Bonheur et vice-versa d'ailleurs. Exactement. On peut me rejoindre à mon adresse courriel aussi que je pourrais peut-être vous donner. J'imagine qu'il y a possibilité de monter des groupes justement pour ça, d'y aller à l'individuel. Oui, mais j'ai déjà... pour 2020, des groupes qui ont été formés. Super. J'ai encore quelques places, mais ça... Je te rappelle que j'avais mis mon nom sur la liste d'attente. Oui. Je le sais très bien. Oui. Victime de ton succès. Alors, en terminant... tu avais des suggestions de lecture pour nos auditeurs. Oui, je vais en donner quelques-unes. Évidemment, j'en ai plein, mais étant un doctorant, évidemment. Donc, il y a le petit livre vert qui s'appelle Soutenir sans prescrire, qui est disponible chez les éditions Ardis. C'est un aperçu synoptique de l'approche centrée sur le DPA. Donc, c'est vraiment les grandes lignes, les fondements. Des fois, les gens veulent juste avoir un coup d'œil un peu sur cette approche-là. Donc, c'est un petit livre accessible à tous. Sinon, il y a 2 volumes, Sortir de l'impuissance, volume 1, Sortir de l'impuissance, volume 2. Le volume 1 aborde les fondements conceptuels de cette approche-là. C'est écrit par M. Yann Lebossé, qui est le père fondateur de cette approche-là. Et le volume 2 aborde les aspects pratiques. Et il y aura aussi un volume 3 éventuellement, mais là, j'en dis pas plus parce que si je veux pas vendre le punch. On garde la surprise pour les auditeurs. Exact. Hey, moi, je propose, Jennifer, que tu prennes des photos des ouvrages, si tu les as avec toi. Oui. Simon-Pierre, pour qu'on pourrait les mettre dans notre publication, justement, du vendredi. Je vais faire ça. Je te rajoute la job. Ça me dérange pas. Alors, Simon-Pierre, je te remercie pour cette belle saison. Ah, merci à vous autres. Tu es un ami des membres de l'équipe. On était contents de t'avoir avec nous dans l'équipe. Oui. Et là, pour l'automne, pour l'hiver plutôt, tu as pris la décision de te concentrer sur d'autres projets. Il y a beaucoup de choses pour toi qui s'en viennent. Oui, ça brasse. Il y a beaucoup de choses cet hiver. Donc là, j'ai dû faire des choix, malheureusement, parce que j'ai vraiment aimé mon passage ici. Ça a été vraiment riche en apprentissage. Je n'avais jamais vraiment fait d'émission de radio, donc... à part, comme je te disais, avec mon père. Oui, quand tu étais plus jeune. Ouais. On est content d'avoir pu t'offrir cette opportunité-là. Oui, merci. Puis, de toute façon, avant que tu participes à l'émission, tu étais toujours pas loin à commenter, à nous donner des commentaires et tout ça. Un top fan. Exactement. On l'espère que tu le resteras. Puis, si jamais tu veux réembarquer dans l'équipe, on serait très content de t'avoir avec nous. Donc, on te souhaite vraiment un beau temps des fêtes. Oui, merci beaucoup à vous autres. C'est super le fun. Puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes
Merci. À vous et à vos Bonnes vacances. Oui, merci. Alors, tout de suite après la pause publicitaire, on est avec notre invitée, dernière invitée inspirante de la saison. On parlera avec elle du métier de clown thérapeute, mais aussi de son voyage humanitaire en Bolivie. Nul autre que Marie-Ève Turcotte dans quelques instants à Bonheur et vice-versa. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Au Griendel, on t'offre un super quiz Chiz spécial chanson de Noël. Oh, attends, me semble que j'ai fait drette ça l'an passé. OK. Fuck ça, j'ai une meilleure idée. Le 22 décembre, Chiz t'invite à un super quiz Chiz de fin d'année. Comme le bye-bye, mais pas de sketch, pas de faux maquillage, ni de controverses, juste de la musique et des événements musicaux parus dans les 12 derniers mois. Venez chanter ça avec nous le dimanche 22 décembre prochain à 19h30 au Griendel. On s'y voit pour le dernier super quiz Chiz de l'année 2019. Inspiration, innovation, création. À Bonheur et vice-versa, on aime la différence. Voici notre invité inspirant de la semaine. Alors, notre invitée inspirante de la semaine est Marie-Ève Turcotte. Et là, je me suis fait un petit cadeau parce que j'ai invité une de mes grandes amies à venir nous parler d'une belle expérience qu'elle a vécue. Allô, Marie-Ève? Bonjour, Maxime. Alors, je voulais pas de toute façon le cacher à nos auditeurs qu'on se connaissait depuis de nombreuses années. Exactement. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est le fun. On a Vraiment? du bonheur ensemble. Ben oui, c'est vrai Maxime, que c'est une... tu connais tout le monde, de toute façon. Ben, c'est sûr qu'on utilise nos contacts pour cette émission-là aussi. Puis c'est drôle parce qu'une amitié qui traverse les âges, hein, on s'est connus, tu avais 16 ans, j'en avais 28, et on vieillit comme ça ensemble, et on s'apprend mutuellement aussi. Mais c'est ça qui est beau, hein? À travers les expériences, on apprend toujours plein de choses, puis c'est ça qui fait que c'est beau puis enrichissant. Exactement. Puis dans ton jeune âge, justement, tu as décidé de te donner tout un défi. T'as quel âge, Marie-Ève? J'ai 22 ans. Et là, tu as décidé l'année passée que là, tu avais le goût de mettre de l'avant ta passion pour l'aide, pour les autres, pour donner aux suivants. Et l'art aussi, tu as mélangé ça ensemble. Hein, oui, j'ai fait un heureux mélange avec tout ça. Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de constructif puis d'aller aider à l'international. Fait que je suis partie en Bolivie en mai dernier. Là, ça fait quelques mois déjà, mais c'était vraiment une belle expérience. Je me souviens qu'au début, ça a été en plus, là, tu sais, ça a été très vite, hein, parce que là, c'était pas vraiment prévu dans tes plans à ce moment-là, comme ça. Et là, tu as eu une opportunité, puis tu as sauté sur l'opportunité. C'est ça. En fait, ça s'est fait vraiment rapidement, là, comme tu l'as mentionné, Maxime. J'ai vu passer ça sur Facebook. En fait, ça faisait quelques années que je suivais Guillaume Vermette, l'humanitaire. J'ai vu passer ça sur sa page Facebook, puis je me suis dit, pourquoi pas partir en Bolivie pour aller aider, faire du clown thérapeutique. Puis, en fait, je fais de l'animation justement avec les enfants. Je suis vraiment proche de tout ça. Fait que je me suis dit, ça serait un bel univers dans lequel je pourrais plonger. Puis, ben, je me suis essayée. Puis moi, je suis partie. J'ai envie de savoir, le clown thérapeutique, c'est... Oui. Moi, j'apprends, là. Oui. Je sais pas c'est quoi. Ben ici, mettons, je te pose la question. Pour toi, c'est quoi un clown? C'est quelqu'un qui fait rire. Oui. Les enfants? Les enfants, oui. Un clown, c'est quelqu'un qui raconte aussi une histoire parce que au départ, on a un peu justement un préjugé, pas si méchant que ça, mais que le clown est juste drôle, mais il n'est pas si drôle que ça, il passe des messages aussi. Exactement. Ben, en fait, le clown thérapeutique, c'est surtout, majoritairement, c'est des bénévoles qui se déplacent dans les CHSLD, dans les hôpitaux, qui vont dans des contextes vraiment difficiles, soit les camps de réfugiés aussi, les orphelinats. Puis c'est vraiment d'aller dédramatiser par le rire. Donc, il y a beaucoup de souffrance. Puis c'est d'accompagner les patients, les gens qui vivent des dures périodes, oui, de les accompagner, puis de passer au travers tout ça. Puis, ben nous, notre rôle, c'est de faire rire. C'est pas... on fait pas des ballons comme on voit là, pour les fêtes d'anniversaire. C'est vraiment... c'est vraiment simple. C'est nous, on n'est pas de personnages, puis c'est... De transmettre du bonheur. C'est ça, exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, les gens, ils veulent pas.
Des fois, ils veulent pas qu'on rentre dans leur chambre ou ils veulent juste pas avoir de contact. Mais juste avoir un contact visuel puis de voir les yeux pétiller de ces gens-là, bien, ça fait vraiment la différence. Et tu parlais de Guillaume Vermette tantôt. Peut-être que ça a sonné des cloches aux auditeurs parce qu'il est quand même connu ici au Québec. Je sais pas si c'est la même chose mondialement, là, mais c'est justement un clown thérapeute assez connu. Oui, justement, il est à l'international. Il est allé dans plus de 40 pays. Donc, toujours dans les camps de réfugiés, dans les orphelinats. Puis souvent, il s'associe là, avec d'autres clowns thérapeutiques, justement, pour aller faire des spectacles de cirque, justement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est pas juste les enfants qui sont dans des contextes difficiles, il y a aussi des adultes. Puis, c'est ça, il accompagne toutes sortes de personnes. Là, il part au Vietnam, je crois que c'est en janvier. Donc, justement, là, il est toujours un peu partout. Ça a été une belle inspiration pour toi aussi, là. Oui, c'est ça. Ben là, justement, je suis partie en Bolivie. Hein, on va en parler. Ben oui, exactement. Je suis partie en Bolivie avec l'AMI. Donc, c'est l'Aide internationale à l'enfance. Je suis partie en mai dernier, puis on était... je crois qu'on était 25, là, justement, aidants de partir en coopération internationale. Puis moi, j'étais à Santa Cruz. Puis je suis allée aider dans l'université avec Los Doctores de la Alegría. Donc, c'est les docteurs de la joie. Puis, ben, dans mon parcours, là, je crois que c'est 2 semaines après notre arrivée, Guillaume il est venu avec Psychoclown de Trois-Rivières. Donc, c'est dans l'université de Trois-Rivières, il y a les Psychoclowns. Donc, ils sont partis, tout le monde ensemble, puis ils sont venus nous rejoindre, ils ont habité dans notre maison, puis on a vraiment eu du plaisir. Puis ça a vraiment été un coup de cœur parce que nous, on était vraiment dans un down. Ça n'allait pas si bien avec l'organisation là-bas. Puis Guillaume, il nous a pris sous son aile. Ça a vraiment été un mentor pour nous. Fait que c'était juste plaisant de les avoir avec nous pendant Ils sont restés 2 semaines. Donc, c'est 2 semaines qu'on a pu s'entraider, se donner des trucs. Puis, ça a vraiment été enrichissant, en fait. Oui, parce que ça n'a pas été si facile que ça au départ. Puis ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Tu décides de partir dans un voyage humanitaire avec une organisation. Quand tu arrives là-bas, c'est quand même... Tu es dans une place où il y a des besoins. Puis, ben là, il y avait aussi des besoins au niveau de l'organisation avec laquelle tu étais. Donc, tu devais à la fois apprendre ce métier-là, aider des gens, mais aussi aider l'organisation. Et tout ça, ça a été quand même... Ça l'a touché tes limites un peu, hein? C'est ça. Ça a été rock'n'roll. Moi, je suis vraiment partie pour faire du clown thérapeutique. C'était le but de mon mandat. Puis, je suis arrivée en Bolivie, là, à Santa Cruz, puis l'université me demandait d'être enseignante à l'université. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis, c'était surtout pour faire de l'improvisation. Donc, oui, j'avais déjà touché à ça puisque j'ai fait mon DEC en théâtre. Mais... j'avais pas tellement de ressources pour être enseignante à l'université dans un pays que je connaissais pas, avec la langue que je parlais pas tant au début. C'était quand même... C'était touché, là. C'était pas évident. Mais pour ton jeune âge, quand même, Marie-Ève, tu étais mais tu as fait quand même beaucoup de choses du côté de l'art. Oui. Tu as fait ton DEC en théâtre et en cinéma, c'est ça? Seulement en théâtre, oui. Et tu as aussi fait beaucoup d'assistance à la mise en scène. Oui. Et tu as aussi, justement, un emploi au quotidien où tu travailles... comme animatrice. Exactement. Fait que c'est un univers que je connaissais quand même beaucoup, mais de là à devenir enseignante pour des universitaires en Bolivie, c'était pas évident. C'était tout qu'un défi. Il y a comme un gap, là. Oui. Fait que, non, c'est ça, avoir Guillaume avec nous. On a fait des ateliers, puis on s'est jumelés, là, l'université avec Guillaume, puis avec les coopérants de la Bolivie qui étaient avec moi. En fait, on était 3 à Santa Cruz. Puis on s'est comme jumelés, puis pendant 2 semaines, on a vraiment fait du clown. On est allé dans les hôpitaux. En voyant tout ça, en fait, on a pu vraiment comme s'enrichir ensemble. Puis ça l'a aidé à passer au travers tout ça là, par la suite. Fait que ça l'a bien aidé. Puis là, ça l'a comme un peu débloqué, je crois. Puis par la suite, quand ces 2 semaines-là étaient passées, ton voyage a continué. Oui, j'ai continué. Là, en fait, eux, ils sont retournés au Québec. Donc, on était à Santa Cruz. On a fait une semaine de clown thérapeutique. Donc, on est allé dans les hôpitaux. On est allé voir des personnes en difficulté. Par la suite, on s'est dirigé à Tarija, qui est aussi en Bolivie, mais c'est plus éloigné que Santa Cruz. Donc, c'est pas dans la même ville. Puis là, on est vraiment allé dans des situations plus compliquées. Là, on est allé voir des grands brûlés. On est allé voir des enfants en fin de vie. Puis ça a été encore plus difficile. Puis par la suite, eux, ils sont partis. Donc, ils sont retournés au Québec. Puis nous, moi puis Héloïse, parce qu'il restait juste moi puis Héloïse, l'autre bénévole qui était avec moi, on est retournés à Santa Cruz. Puis on a continué notre mandat là, à l'université par la suite. Et là, d'arriver justement dans ces milieux-là avec les enfants en fin de vie, les grands brûlés, j'imagine que c'est la première fois dans ta vie que tu étais en contact avec autant de souffrance. Oui, c'était la première fois. Je m'attendais comme pas à ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le clown, ça fait rire.
Mais un clown, ça a beaucoup d'émotions. C'est pas juste le rire, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est de jouer avec plein d'émotions. Fait qu'un clown peut se permettre de rentrer dans une chambre d'hôpital puis de ne pas être joyeux. C'est pas tout le temps joyeux, c'est de vivre les émotions avec l'autre personne, avec l'autre patient. Puis c'est surtout de respecter sa bulle. Donc, si le patient n'a pas le goût d'être joyeux, ben c'est de rentrer dans son univers à lui, puis d'aller vers lui, puis d'essayer de trouver quelque chose qui lui ferait du bien. Oui, parce que toutes les situations ne sont pas joyeuses. Là. Non. Il y en a que vraiment, on a goût de pleurer, là, j'imagine, là, à certains moments. Oui. Là. J'ai eu une situation, là, justement, je pense que Maxime l'avait lu, je l'avais partagé sur les réseaux sociaux. Tout au long de son voyage, elle nous avait fait un groupe à son réseau rapproché et elle nous écrivait des textes, les amis. Mais moi, un jour, il faut que tu fasses un recueil avec ça ou quelque chose. Sincèrement, je ne connaissais pas ce talent et je lis beaucoup. C'était quelque chose. C'était touchant. On sentait toutes les émotions que tu vivais là-bas. Là. Et c'était vraiment des fragments. Là, nous, c'était vraiment fragmenté. Fait que de pouvoir partager ça par fragments de ce que j'avais envie de partager avec les gens qui étaient sur mon réseau. J'avais fait une petite page fermée, comme Maxime l'a dit. J'imagine que tu te sentais un peu avec nous à quelques instants quand tu publiais ça aussi. Oui, c'est ça. Ben, ça me rapprochait de moi, puis ça me rapprochait de vous aussi. Oui. Fait que c'était vraiment de faire la part des choses. Mais oui, il y avait des situations vraiment tristes. Là. J'ai connu un petit Julio, il avait 9 ans. Puis, en fait, il était plugué sur des moniteurs. Puis, il était en fin de vie, en fait. Là. Sa maman était à côté de lui, elle l'accompagnait. Puis, c'est juste triste d'entendre le moniteur sonner au rythme de son cœur. Tu sais, c'est pas des choses auxquelles on est habitué. Puis pourtant, des hôpitaux, il y en a partout en Beauce, il y en a partout au Québec. Mais on pense toujours qu'on peut aller aider à l'international, mais on oublie que chez nous aussi, il y a des besoins. Ben oui. Puis, en fait, c'était comme un peu ma mission en revenant de la Bolivie, de faire continuer. une différence, c'est ça, de continuer. Puis, mais j'ai pas encore de projet relativement relié à ça, mais tranquillement, pas vite, ça va s'en venir. Mais, Ben, t'as-tu vérifié si ça existait justement une compagnie qui offre des services comme ça, un OBNL, dans les hôpitaux? Et... Ben, il y a Dr. Clown. Dr. Clown qui sont à Québec, qui sont aussi à Montréal. Donc, il faut faire des auditions. Il y a aussi des formations. Bon, ben tout le monde, Dr. Clown, Marie-Ève Turcotte se cherche un emploi comme clown thérapeute. Si jamais. Si jamais. Mais je sais qu'ils sont aussi allés à Saint-Georges là, dans les dernières semaines. Puis, c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens. Donc, le clown thérapeutique, parce que c'est vraiment d'aller ôter la souffrance. Mais une partie, parce qu'on peut pas l'enlever complètement, mais de faire une différence positive dans la vie des gens qui en ont besoin. Puis pour être clown thérapeutique, est-ce qu'il y a un profil particulier, une formation particulière? Ou... En fait, tout le monde peut être clown thérapeutique parce que c'est pas quelque chose de compliqué. Guillaume, il nous répète toujours, des fois, je m'en vais dans les camps de réfugiés ou je m'en vais dans les hôpitaux, puis je souris puis je donne la main. Juste d'être là, tout le monde est capable d'être là. Donc, tout le monde pourrait être clown thérapeutique, mais c'est sûr qu'avec Dr. Clown, avec Psycho Clown, puis tout ça, il y a des formations. C'est vraiment important d'avoir une approche, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une formation autour de tout ça, mais tout le monde peut, comme moi, j'avais pas de formation là, pour être clown thérapeutique, puis je suis partie en Bolivie faire un stage. Puis j'ai appris avec eux là-bas, j'ai appris avec Guillaume. Donc, tu as été chanceuse aussi avec Guillaume d'avoir ces 2 semaines-là qui ont été intensifs, mais tellement riches en apprentissage, justement. Mais en apprentissage, mais aussi en amitié, en fait. Guillaume, c'est devenu un très bon ami. Puis maintenant, on travaille ensemble. Guillaume, il continue à faire ses petites choses, ses petites conférences, ses voyages. Mais je suis rendue sa coordonnatrice des ventes en conférence. Donc, tranquillement, pas vite, on travaille ensemble, on collabore ensemble. Puis quand il y a des projets terrain, soit avec Psycho Clown ou d'autres organisations, ben ils m'en parlent. Puis là, en Bolivie, ils veulent y retourner l'année prochaine, en 2020. Donc, peut-être que je serai de la partie, peut-être pas, mais ça amène des belles choses. C'est un bon exemple. On dit oui à une opportunité, puis finalement, ça nous amène ailleurs. On rencontre des personnes, on découvre des intérêts qu'on a. Oui, totalement. Bravo. Merci. Et présentement, à part les engagements que tu as avec Guillaume, c'est quoi tes projets à court terme? Ben là, en ce moment, je suis dans la grosse période là, avec le Woodouli Park. Je suis animatrice, j'incarne un lutin, donc je suis Fantasia, la lutine des couleurs. Donc, bien évidemment, je suis... Qu'est-ce que le Woodouli Park? Le Woodouli Park, c'est en fait un parc thématique, donc un parc d'attractions pour les enfants, pour les familles, qui est situé à Scott, donc à 20 minutes des ponts. Puis, il y a différentes thématiques, là, soit Vol 315, l'ère des dinosaures, il y a Frima, la magie de Noël, puis il y a Elfia aussi, qui c'est un parcours en lumière là, l'été. Puis c'est ça, c'est différentes thématiques dans lesquelles
dans lesquels, en fait, on peut se réaliser puis s'accomplir en animation. Une vingtaine de minutes, donc, de la capitale nationale, donc de Québec, l'autre côté des ponts. Fait qu'on vous invite à venir aller voir, comment tu t'appelles déjà? Fantasiova. Fantasiova. Alors, si vous allez sur le site, justement, de Woodley Park, vous allez voir plein de photos de Marie-Ève. Là. C'est une des petites vedettes de la place, quand même. Mais ça fait quand même quelques années que je suis là, donc je suis dans les plus anciennes. Puis c'est toujours intéressant parce que les gens, ils reviennent à chaque année, puis on est toujours là. Puis juste de voir les étoiles dans les yeux des enfants, de voir que leurs personnages sont encore là, mais ça fait toujours chaud au cœur. Jen est de retour à notre droite. T'as-tu été avec tes enfants à Woodley Park? Non. Ben, moi, je suis allée à Vol 315. Par contre, cet été, on a adoré ça. Puis là... Il y a un parc de Noël. Oui, je le savais. Puis là, c'est ça, je pense que je vais y aller, oui. Ouais, cette année, il faudrait que je le fasse. Puis j'ai comme compris aussi que tu étais un peu en redéfinition après ce voyage-là parce que ça change des choses dans une vie, un voyage comme ça. Mais oui, ça change une vie, mais ça change aussi les perceptions. Donc, j'ai pu toucher au clown thérapeutique. C'est vraiment c'est pas un personnage, c'est vraiment toi-même. Puis l'animation, en fait, c'est vraiment de l'improvisation. Puis le théâtre, c'est un personnage. Fait que dans tout cet univers-là, même si c'est de l'art, je suis devenue un peu mélangée à savoir ce que je voulais vraiment faire. Est-ce que je veux être moi-même puis accompagner les gens? Est-ce que je veux être un personnage, accompagner les gens? C'est tout le temps un petit peu difficile à savoir. Fait que, je me définis comme une boîte à surprise qui sait pas encore ce qu'il veut. Pour les prochaines années. Et si jamais un jour tu veux peut-être avoir un peu d'aide, tu peux consulter un conseiller d'orientation. Bien sûr. Ah, tu es à la bonne place. Et je te remercie, Marie, d'être venue nous parler de ce parcours inspirant. Là, des fois, à l'émission, on a l'habitude d'avoir une vie d'une personne qui est peut-être un peu plus âgée, qui nous explique son parcours. Mais là, on voit le début d'un parcours inspirant qui est plein de belles promesses aussi pour la suite. Oui, totalement. Mais j'espère que ça va aller loin encore parce que j'aime vraiment ça. Puis j'ai pas de travail fixe, donc je peux toucher à plein de choses. Puis surtout, depuis que je suis revenue de la Bolivie le mercredi, jeudi, je travaille aussi pour le Cœur à lire. Donc, je travaille avec les immigrants. C'est vraiment une partie qui est venue me chercher, que j'ai décidé de vouloir continuer. Donc, je donne des cours de français aux immigrants qui sont ici au Québec, donc dans le coin de Charlebourg. Donc, je m'implique à ma façon là, pour faire des petites étoiles, pour faire du bonheur dans la vie des gens, tranquillement pas vite. Je suis fière de toi, mon ami. Merci. Alors, je te souhaite un beau temps des fêtes et merci d'avoir accepté cette invitation à l'émission aujourd'hui. Bien, merci. Marie-Ève. Alors, si vous voulez avoir peut-être des informations sur le clown thérapeute et tout ça, il doit y avoir un site de Guillaume Vermette. Oui, guillaumevermette.com. Guillaumevermette.com, pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Alors là, on a eu un concours. On te garde avec nous jusqu'à la fin. Les filles, vous pouvez vous approcher. Je ne sais pas où est Élise. De ton côté, j'ai mon en fait, chroniqueur du SPLA qui est avec nous, Jean Poirier, qui s'est joint à l'équipe. Collez-vous sur les micros, tout le monde. Élise, notre journaliste. Oui, exactement. C'est bientôt la fin de l'émission, mais juste avant, on va vous dévoiler les gagnants du concours. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa. Fier partenaire de votre bien-être. Parce que, Jennifer, on avait un concours du temps des fêtes qui a vraiment fonctionné. Ça a vraiment bien fonctionné. À combien on était rendu de partage? On était genre rendu, en tout cas pour nous, ça a bien fonctionné parce que si on se compare, je sais pas moi, mais là, à une entité comme Vidéotron, exemple, qui fait un concours, je suis pas sûr qu'on le gagne. On n'a pas 20 000 participations, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on avait vraiment... On avait une soixantaine de partages et au moins une centaine de personnes qui ont participé à gauche et à droite, qui ont commenté. Fait que là, on a vu qu'il y avait un intérêt pour les livres de Septembre éditeur. Oui, vraiment. Pour garnir les bas de Noël, faire des cadeaux, faire des travaux aussi de fin de session. Oui, c'est vrai. Et on est bien content de vous avoir gâté puis que ça vous a plu aussi. Alors, on avait 3 gagnants de ce concours. Ils sont juste ici au milieu, Jennifer. Alors, on va faire un roulement de tambour. Est-ce que tu les vois? Oui. Bon, alors, le premier ou la première gagnante... Alors, Claudia Grenier, qui remporte l'exemplaire de Conquérir l'efficacité. Ouais. Bonne lecture. Marianne, tu as le deuxième ou la deuxième gagnante sur la première page, là, au centre du... juste ici. Ah non, OK, tu l'as pas trouvé. Je vais y aller. Ah non, je l'ai dessus, moi. Ben, je vais le faire. Écoute, je vais faire les petits grelots. Allez, roulement de tambour. Alors, Marie-Ève Trottier, qui prend l'exemplaire Trouver sa place au travail quand on se sent un peu extraterrestre. Fais trop bien ça. On continue avec toi.
Et la dernière, Karine Paquin avec l'Orient Expert. Félicitations. Félicitations. Et de toute façon, on va communiquer avec vous sur Facebook pour vous informer. Alors, j'ai même pas le temps de te parler, Jean. On va te souhaiter un bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes à tout le monde. Le SPLA, le service de placement de l'Université Laval, sera de retour à l'hiver. En fait, on est ouvert jusqu'au 23, puis on est de retour le 3 janvier. Super, mais vous serez de retour à bonne heure et vice-versa dès le 22 janvier. Donc, Stéphanie et toi, vous serez de retour avec nous. Effectivement. Bon temps des fêtes. Élise, de ton côté, il y a une belle nouveauté pour toi. Oui. Tu seras notre journaliste à temps plein à l'hiver. J'ai hâte de recommencer à temps plein, là. C'est déjà la fin de l'émission, tout le monde. Alors, on se gâte avec notre Oh Happy Day pour une dernière fois. Oui. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Alors, Élise, avec les changements, justement, dans l'équipe d'animation, on t'a demandé si tu voulais relever le défi du journalisme à temps plein. Oui, ça va être un beau défi, puis je veux le relever avec plaisir. Fait que tu seras là toutes les semaines. Ben oui, c'est ça. Et on aura encore une belle participation, justement, avec Orientation. Alors, ça sera à voir à la prochaine saison si tu apportes comment tu apportes ta couleur au rôle de journalisme à toutes les semaines. Exact. Ben, je vais revenir avec des belles nouvelles d'orientation, puis on va avoir bien du plaisir. On est bien content de t'avoir dans l'équipe. Yes. Et merci d'avoir embarqué justement dans ce projet-là. De ton côté, Marianne, donc, tu seras de retour avec nous. Est-ce que tu prends des pauses bien méritées durant le temps des fêtes au niveau de ton travail comme conseillère d'orientation? 2 semaines de congé. Oh. Alors, famille, lecture, plein air, sieste. Et manger. Oui. Oui, ça, c'est comme... Moi, c'est mon top 1, là. En plus, après-midi, je m'en vais préparer des genres de petites bouchées parce que j'ai un party ce soir et je fais juste penser à mes saucisses dans le bacon. C'est quoi, vous autres, les filles, genre, votre menu, le fétiche, hein? Moi, je dirais des dominos, des barres d'animaux, là, qu'on mange juste dans le temps des fêtes. Ça, j'aime vraiment ça. Toi? Ben nous, c'est vraiment l'éventail des chips. Là. Ils sont déjà achetés là, de toutes les sortes. Bar open au niveau des chips. De ton côté, Catherine, tu vas recommencer à l'hiver. Tu vas terminer ton cours en radio. Ben oui, j'étais à mi-parcours. Présentement, j'ai une session de fête dans mon cours d'animation radio et je recommence le tout en janvier avec plaisir. J'ai déjà hâte de recommencer. Moi, j'aime tellement ça. J'aurais même pas pris de vacances. Fait que je suis bien c'est ça que tu nous disais tantôt, hein? Non, j'aurais aimé ça qu'on n'arrête pas. Mais là, j'ai 6 semaines. Je vais en profiter quand même, mais j'ai hâte de recommencer déjà. Quand on est passionné, c'est ce que ça fait. Et on va espérer que tu reviennes dans l'équipe au micro à l'automne 2020. Ben oui, on va voir comment ça se passe pour moi, mais je reste avec toi en assistance à la coordination. Donc, je reste dans l'ombre cet hiver encore pour faire les communications écrites. Tous les courriels, là, je passe par là. Je m'en occupe finalement avec Maxime. Fait que je suis au courant de tout ce qui se passe, même si on m'entend pas. Exactement. Puis ton rôle est essentiel, Catherine. Alors, je te remercie vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. On remercie tous nos invités de la journée. Marie-Ève, bon temps des fêtes, merci encore. Merci beaucoup. Et merci à Simon-Pierre, aux gens de chez Septembre Éditeurs et à Chantal Lepire et les filles. Je vous souhaite un bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes à tous nos auditeurs partout au Québec parce qu'il y a du monde qui nous écoute partout maintenant. On vous remercie de nous suivre dans l'aventure. Alors, bon temps des fêtes et on se revoit le 22 janvier. Joyeux Noël! Bye bye! Toute l'équipe de Bonheur et vice-versa vous souhaite une agréable semaine. Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura 94.3 FM vous amène un voyage au tropique. On vous présente les week-ends